Bonjour, bonjour. Je pense que cette fois-ci c'est bon, vous devez m'entendre. Bienvenue à tous dans notre nouveau webinaire. Donc aujourd'hui, je suis avec Roman, qui est consultant SEO dans notre agence d'Aix-les-Bains, avec Clémence, qui est responsable analytics dans notre agence de Nantes, et Evan, Head of SEA dans notre agence de Lille. Donc aujourd'hui, on va parler de conversion et de comment vous aider à convertir davantage de visiteurs avec votre site web. Donc avant qu'on commence toutes les présentations et que nos experts vous prodiguent leurs conseils avisés, je vous fais un petit peu le sommaire. Donc, on va commencer avec la partie d'Evan qui vous présentera le Messy Middle et plus spécifiquement les différents biais cognitifs qui poussent ou qui peuvent freiner la conversion de vos visiteurs. Ensuite, c'est Roman qui vous parlera de SXO. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le terme, rassurez-vous, vous allez avoir toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin dans sa partie. Et du coup, comment le SXO peut vous aider à convertir. Donc, on sera à la croisée du SEO et de l'expérience utilisateur. Et enfin, on terminera avec la partie de Clémence qui vous présentera l'analyse CRO et comment vous pouvez apprendre à comprendre le parcours de vos utilisateurs pour les aider à convertir davantage. Donc, je vous rappelle la grande thématique de ce webinaire. Donc, c'est navigation optimisée pour conversion maximisée. Evan, je te laisse prendre la parole pour nous parler un petit peu du coup du Messy Middle et des différents biais cognitifs qui peuvent pousser ou freiner la conversion. Tout à fait, merci Camille. Donc effectivement, on va commencer doucement ce matin sur le Messy Middle. Donc vous allez découvrir, c'est une étude de Google qui permet de comprendre dans un premier temps votre environnement digital et dans un deuxième temps de savoir comment convaincre l'utilisateur de convertir chez lui. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, Camille l'a déjà fait un petit peu. Donc, je suis moi dans l'agence de Lille chez Noise depuis 2019. Donc, en consultant ads et je suis également du coup head of ads. Donc, je gère les équipes ads dans le positionnement stratégique et la gestion de leurs clients. Et je suis également certifié du coup Google Ads et LinkedIn. Alors, je vais commencer par enfoncer une porte ouverte en vous disant du coup qu'aujourd'hui, on le constate assez facilement, on est dans un univers digital étendu, enrichi, complexe, voilà, un environnement digital qui se densifie avec du coup une multiplication des messages auxquels les internautes peuvent être exposés, une multiplication des concurrents également, que ce soit en ads, dans les résultats naturels ou sur les plateformes réseaux sociaux, une multiplication donc des annonceurs et une multiplication aussi des plateformes, donc avec l'émergence de nouvelles plateformes ces dernières années, TikTok pour ne citer que lui, mais également tout un tas d'environnements sur lesquels les internautes passent de plus en plus de temps. Alors, dans cet univers digital qui se complexifie, qui se densifie, comment on peut tirer son épingle du jeu, être suffisamment visible pour convaincre l'internaute de nous choisir par rapport à la concurrence et de choisir de souscrire à notre service ou notre produit. C'est ce qu'on va voir ensemble. À travers du coup une étude qui s'appelle le Messy Middle. Donc, c'est une étude qui a été menée assez récemment par Google, il y a quelques 2-3 ans, qui va nous aider en fait à comprendre le comportement des consommateurs et qui va nous donner en fait les clés pour une fois qu'on est visible auprès du consommateur, les clés pour convertir du coup chez nous. Donc auparavant on avait une vision simple qui était de dire l'utilisateur vient sur mon site et ensuite du coup il est conditionné pour aller souscrire chez nous. Aujourd'hui on est dans une réalité autre et on va voir comment on peut tirer un peu notre épingle du jeu là-dessus. Alors, le premier constat de l'étude qui a été menée par Google, c'est qu'il constate du coup une évolution dans les tendances de recherche et celle qui est la plus significative et représentative,
c'est l'évolution de l'intérêt des recherches autour des requêtes meilleures. Donc, par exemple, meilleur t-shirt, meilleur service d'assurance, meilleure robe, etc. VS, en fait, les requêtes autour de pas cher. Par exemple, t-shirt pas cher, assurance pas cher, etc. Donc ici, on peut voir sur la courbe en dessous, donc qui est issue de Google Trends, hein, qui analyse en fait les intérêts pour des requêtes. On voit que du coup la requête pas chère à partir des années 2010 prend un envol assez spectaculaire, mais a tendance du coup à partir des années 2020 à se réduire. Donc là ici sur la France, mais c'est une tendance qu'on constate un peu sur tous les pays. Et la requête elle meilleure en bleu a suivi une progression assez linéaire jusqu'à en fait égaler du coup les requêtes autour de pas cher. Donc ici on contient du coup toutes les requêtes pas chères plus d'autres termes qui peuvent être recherchés, VS meilleur, tous les autres termes qui peuvent être recherchés. Donc ça c'est le premier constat. Et on verra ensuite dans la slide suivante comment qu'est-ce qu'on en tire de ce constat-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà autour de meilleur? Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser ensemble. Est-ce que l'internaute va rechercher la qualité d'un produit? Est-ce qu'il va chercher sa performance, par exemple dans le cas de produits informatiques? Est-ce qu'il va chercher aussi le produit ou le service qui recueille les meilleurs témoignages, qui est le mieux noté? Est-ce qu'il va aussi chercher du coup l'impact carbone de ce produit-là, etc. Donc, toute une réflexion qu'a l'internaute avant de déclencher l'acte d'achat ou de souscription. Donc partant de cette réflexion-là, Google, en fait, via les informations qu'il va recueillir de la navigation de ces multiples millions d'utilisateurs, va en fait analyser le parcours utilisateur en deux phases distinctes. Donc, on a d'abord le facteur déclencheur, donc l'expression du besoin de l'utilisateur. Et ensuite, la première phase qu'il va identifier, c'est la phase d'exploration. Donc, c'est une phase, en fait, où l'internaute va rechercher des informations, va collecter des informations sur le marché, sur les différents acteurs du marché, etc., sur la qualité du produit, toutes ces choses-là, jusqu'à ensuite rentrer dans une phase qu'on appelle la phase d'évaluation. Ici, il va tout simplement comparer les différents acteurs qu'il a pu identifier comme pouvant répondre le mieux à son besoin. Et ensuite, donc, une fois qu'il a sélectionné ces quelques acteurs, il va en choisir un et du coup déclencher l'expérience. Ça peut être un achat dans le cas du e-commerce, mais ça peut être aussi la souscription à un service. Donc le Messi Middle, en fait, c'est vraiment dans un premier temps l'identification de ces deux phases qu'il faut prendre en compte du coup pour comprendre un petit peu le parcours utilisateur, qui va finalement en fait rechercher quelque chose qui va être au-delà du prix, mais du coup de tout un tas d'informations qui peuvent lui être utiles pour le convaincre du coup de déclencher l'expérience. Alors c'est un constat du coup qui change un petit peu le paradigme qu'on avait auparavant. Alors pour ceux qui ont des appétences en marketing, on avait auparavant en fait une vision, enfin une schématisation du parcours utilisateur dans un tunnel de conversion en entonnoir, donc avec du coup la découverte d'un acteur, ensuite l'attention qu'il peut avoir avec cet acteur, la considération, l'engagement en fait, qu'il va avoir autour d'une marque, et ensuite le déclenchement de l'expérience en bas de tunnel. Aujourd'hui, en fait, on est dans un environnement beaucoup plus complexe parce qu'on prend en compte une multitude d'acteurs, de plateformes, etc. Donc, on a en fait une schématisation beaucoup plus large, donc avec un constat un peu Messi du coup du parcours utilisateur. Donc, on va voir en slide suivante comment on va appréhender ce nouveau parcours. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces deux phases-là? Où va l'internaute? Du coup, il va sur une multitude de leviers, de plateformes et toutes sortes d'entités qu'il peut y avoir sur le digital. Donc, ça va aller dans la phase d'exploration sur des articles de blog, des tutos, des avis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Jusqu'à du coup la phase d'évaluation où là on va être sur
des comparateurs sur voilà, des sites d'avis, TripAdvisor, etc. Enfin, ça peut prendre une multitude de formes, mais ce qu'il faut là ici bien retenir, c'est que on est sur un écosystème, un environnement digital qui est multiple, et du coup, la nécessité, c'est d'être déjà dans un premier temps présent sur l'ensemble de ces, enfin, là, en tout cas la plupart de ces plateformes. Donc voilà, c'est le premier point, c'est d'être visible et présent. Aujourd'hui, un utilisateur, quand il se connecte sur Internet, du lever au coucher, bah, il va aller sur tout un tas de plateformes pour s'informer, pour comparer, etc. Donc voilà, il faut déjà prendre en compte cet écosystème avant de chercher du coup à convaincre l'utilisateur. Et ça, convaincre l'utilisateur, on va le voir par la suite. Donc, comment ensuite, une fois qu'on a pris en compte cet écosystème-là, convaincre l'utilisateur, que ce soit sur notre site web, mais aussi sur toutes les communications externes qu'on peut avoir. Du coup, là-dessus, Google nous donne un indicatif, c'est en fait 6 biais cognitifs, donc 6 éléments clés qui vont permettre de déclencher l'expérience, donc que ce soit l'acte d'achat ou de souscription. C'est des éléments qui sont peut-être familiers pour certains d'entre vous, puisque c'est des éléments finalement marketing assez communs. Mais voilà, on le schématise ici dans l'étude en six biais majeurs. Alors, pour ces biais-là, donc on a dans un premier temps l'heuristique catégorielle, qui va être tout simplement l'élément différenciant du produit ou du service, donc la caractéristique finalement de votre produit, de votre service. Donc, en quoi est-ce qu'il est différent des autres, comment il se définit par rapport au marché. Ensuite, on va avoir le pouvoir de l'instant. Donc, le pouvoir de l'instant, dans le cas du e-commerce, c'est tout simplement une offre limitée dans le temps. Mais ça peut être aussi voilà, tout ce qui va être une notion d'exclusivité temporelle, voilà, une offre limitée dans le temps, mais également, ça peut être voilà, quelque chose, un service proposé dans un laps de temps défini. Voilà. Donc, tout ça, ça va être des choses qui vont parler à l'utilisateur. Le biais cognitif, qui pour moi est le plus important, la preuve sociale. Donc, ça va de l'avis, donc des étoiles sur Trustpilot, à également des témoignages qui vont pouvoir être apportés sur la souscription d'un service. Vous avez peut-être sans doute vu déjà des publicités sur le web de personnes qui parlent, du coup, de clients qui parlent d'être satisfaits du coup d'un service auquel ils ont souscrit. Tout ça, c'est des choses qui sont déterminantes dans la confiance que va pouvoir accorder l'Internet à votre entreprise. Ensuite, on a le biais de rareté. Donc, dans le cas du e-commerce, encore, ça va être par exemple quelque chose comme les stocks limités, mais ça peut prendre plein d'autres formes sur la notion de service. Ensuite, on a le biais d'autorité. Donc, l'exemple que je donne souvent, c'est la fameuse personne en blouse blanche qui vous vend du dentifrice. Voilà, donc c'est quelque chose, une notion d'expertise en fait qui va crédibiliser votre entreprise, votre produit, votre service. Mais ça peut être du coup dans le digital, par exemple un label écologique, une certification, un prix. Vous savez, vous voyez aussi souvent marque préférée des Français. Ça, ça rentre dans le biais d'autorité. C'est quelque chose qui va vous crédibiliser dans votre secteur d'activité. Et ensuite, le pouvoir de la gratuité. Donc, ça peut être un acheter un offert, une livraison gratuite, voilà, ce genre de choses, ou un service supplémentaire, bonus à la souscription d'un service. Voilà, donc tout ce qui va être quelque chose d'offert qui sent, l'utilisateur va se sentir spécial du coup à l'acquisition de ce bonus. Donc, voilà dans les grandes lignes les 6 biais cognitifs. Et maintenant, comment Google en fait va prouver l'efficacité de ces biais cognitifs? Et du coup, là, on rentre dans le cœur de l'étude. Donc, l'étude qui a été menée, le principe, c'est on prend un panel de 30 000 consommateurs. Google a pris un panel de 30 000 consommateurs auquel il présente un même produit dans différents secteurs d'activité. Donc, par exemple, il va prendre un ordinateur qui va être vendu du coup par 3 marques. Donc, on va prendre Apple, Dell, et du coup une troisième marque qui va créer de A à Z. Donc la marque, il va créer une marque fictive du coup, et il va demander du coup à ce panel de 30 000 consommateurs de choisir entre les 3 marques. Donc voilà par exemple une simulation de ce qui a pu être donné pendant l'étude. Donc on a 2 fiches produits.
une Apple, une HP pour un ordinateur, et du coup avec des biais cognitifs différents ou similaires, et du coup on demande à l'utilisateur de choisir entre les deux marques. Donc, sur la première simulation, il va proposer que les deux marques existantes. Donc voilà à peu près les résultats dans les différents secteurs d'activité qu'on peut être testés. Donc on a des céréales, on a des assurances voitures, on a des meubles de salle de bain, etc. Enfin voilà, des secteurs d'activité très variés. Et du coup, on a une répartition entre les deux marques existantes qui varie selon les secteurs d'activité, qui est souvent liée en fait à la notoriété que la marque peut avoir sur son marché. Voilà, donc voilà à peu près les résultats qu'on peut avoir sur cette première simulation. Et ensuite, il va corser un petit peu la chose, c'est qu'il va en fait choisir une des deux marques existantes et il va donc la surcharger entre guillemets en biais cognitif. Donc on va avoir le produit Apple avec 3 étoiles sur 5 et du coup une livraison payante, et en face on va avoir l'ordinateur Dell avec une livraison gratuite et 5 étoiles sur la fiche produit. Donc voilà, ce genre de delta qu'il peut mettre, et du coup on voit. Alors, il surcharge du coup la deuxième marque, et on voit ici l'impact que ça peut avoir sur ces deux marques-là, avec un choix beaucoup plus marqué pour la deuxième marque qui est chargée en biais cognitif. Donc, jusque-là, tout à fait logique. Voilà, c'est ensuite que ça va devenir encore plus intéressant. C'est que là, du coup, il va introduire dans le choix fait à ce panel une troisième marque qui est totalement fictive, donc qui est créée par Google, qui n'a jamais été diffusée ou quoi que ce soit, donc une marque sans notoriété. Et cette marque fictive, il va la surcharger en biais cognitif par rapport aux deux autres. Et du coup, là, on voit du coup le choix de la marque fictive en foncé. On voit les variations qu'il peut y avoir entre les différents secteurs d'activité, et surtout on voit l'importance que les biais cognitifs ont dans le choix de cette marque fictive, avec près de 90% de personnes qui notamment choisissent la marque fictive dans le secteur d'activité des assurances voitures. Donc un impact très très fort qui montre en fait là que la notoriété du coup d'une marque importe peu, surtout dans certains secteurs d'activité définis. Ce qui va importer finalement, c'est en fait ces biais cognitifs qui sont appliqués dans les fiches produits, mais du coup on peut l'imaginer aussi dans les choses, dans les communications externes. Donc voilà, vous voyez ici, vous avez vu l'impact assez net de ces éléments-là. Et du coup, donc ce qu'il faut retenir de tout ce que je vous ai présenté ce matin, c'est que dans un premier temps, il y a un nouveau parcours utilisateur à prendre en compte qui est multiple, complexe, et du coup qui prend en compte de multiples canaux dans lesquels il va falloir être présent le plus possible. Et ensuite, on a des biais cognitifs qui ont un impact extrêmement fort et qui vont permettre de convaincre l'utilisateur. Et ces biais cognitifs, il va falloir les utiliser autant dans la prise de parole que vous avez sur les différentes plateformes et écosystèmes digitales, mais aussi sur votre site web et sur vos fiches produits, vos fiches services, etc. Et l'association des deux fera du coup la clé systématiquement d'une stratégie digitale réussie, avec du coup une compréhension de l'écosystème et une application des éléments différenciés. Alors, en bonus, pour que vous voyez un petit peu concrètement l'étude, ici ce sont les marques fictives du coup qui ont pu être proposées aux utilisateurs. Alors, je sais pas les secteurs d'activité associés à chaque marque fictive, mais vous voyez que il y avait un gage de sérieux du fait de ces marques-là, mais ce sont des marques totalement inconnues du grand public. Voilà, donc je vais laisser la parole à Roman sur ce constat-là, qui vous expliquera également comment développer du coup votre navigation et votre UX avec le SXO. Merci Evan pour la transition. Comme Evan l'a bien indiqué, aujourd'hui on fait face donc à de nouveaux parcours utilisateurs et ces utilisateurs ont aussi de nouvelles attentes. Donc c'est pour ça que aujourd'hui on va parler de SXO. Donc le SXO c'est ni plus ni moins finalement que du SEO dans lequel on rajoute une petite touche d'UX. Mais avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Donc moi c'est Roman, donc je suis consultant SEO donc chez Node, dans l'agence de Aix-les-Bains. Je fais du SEO depuis à peu près 6 ans, donc aussi bien chez l'annonceur qu'en agence.
Voilà, j'ai un peu cette double casquette, donc je comprends assez bien les différents enjeux qu'on peut avoir des deux côtés. Donc avant d'aller plus loin, encore une fois, je vais vous présenter quelques acronymes pour être sûr qu'on part tous sur le même pied d'égalité. Donc tout d'abord, bien sûr, l'acronyme principal, donc ça va être le SEO, donc qui est l'acronyme de Search Engine Optimization. Donc le but du SEO, ça va être d'optimiser un site dans le but d'optimiser sa visibilité donc des moteurs de recherche comme Google, et ce de manière naturelle, donc à l'opposé du SEA où on a tendance à payer. Donc le SEO il se base sur 3 piliers, notamment 3. Donc on a la technique, le contenu et le thinking. On verra peut-être un petit peu plus tard dans la présentation qu'il y a peut-être même un 4e pilier qu'on pourrait évoquer. Donc le deuxième acronyme c'est le SXO. Donc le SXO, donc c'est l'évolution c'est un peu une évolution du SEO. Donc le but, ça va être d'intégrer l'optimisation de l'expérience utilisateur, donc on va appeler UX pour la suite de la présentation. Donc le but, ça va être pas seulement de se concentrer sur l'obtention de trafic ou plaire à Google, mais plutôt viser à améliorer donc l'expérience globale que peut avoir l'internaute sur notre site, dans le but final finalement d'améliorer nos chances de conversion. Et enfin, donc le dernier acronyme, c'est le GEO, donc qui est un acronyme qui est assez récent, donc très récent, qui signifie Generative Engine Optimization. Et là, je me permets un petit teasing parce qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Comme toute stratégie marketing ou marketing, on cherche à atteindre une cible. Et cette cible, en fait, c'est hyper important de bien la comprendre. Et notamment aussi de la connaître. Donc, pour bien la connaître, on va plutôt s'intéresser à son profil démographique, donc plutôt classique. On va s'intéresser à son âge, à son genre, à sa localisation, aussi des comportements qu'il peut avoir en ligne. Mais le plus important, c'est surtout de bien la comprendre. Et pour la comprendre, on va plutôt s'intéresser à son profil psychographique. Alors, derrière ce mot qui peut paraître un petit peu compliqué, en fait, c'est juste une strate en plus qu'on rajoute au profil démographique, mais dans laquelle on va s'intéresser à son style de vie, à ses valeurs et à son comportement. Une personne qui selon ce qu'elle aime faire dans la vie, on ne s'adresse pas forcément de la même manière à elle. Ce qui est aussi hyper important pour bien prétendre pour réaliser des conversions, donc c'est s'intéresser aux intentions de recherche. Donc Google travaille déjà depuis quand même quelques années à ce niveau-là. Donc ça fait comme depuis 2013, notamment avec la mise à jour de Hummingbird, Colibri en français, mais aussi RankBrain en 2015 et son nouvel algorithme BERT en 2019 qui cherche à vraiment faire en sorte que les réponses apportées par son navigateur soient les plus pertinentes possibles. Et pour ça, il s'intéresse donc à plusieurs intentions. Il y en a 4 et elles rentrent toutes parfaitement dans ce qu'a présenté Evan, donc le Messi Middle. Donc on a tout d'abord l'intention navigationnelle. Donc là, c'est un peu une étape assez avancée quand même, puisque l'internaute va commencer à chercher une marque. Donc c'est-à-dire qu'il est plutôt intéressé par ce qu'on peut proposer. Donc la recherche qu'il pourrait faire dans ce cas, ça serait noise. Il y a aussi l'intention informationnelle. Donc là, l'internaute est plutôt dans une phase de recherche. Il faut qu'on soit en mesure de répondre à ces questions. Ça pose une requête de l'ordre de c'est quoi le SEO, par exemple. Ensuite, on a les intentions commerciales. Donc là, l'internaute, il a déjà défini le produit qu'il va acheter, mais il n'est pas encore sûr à 100% est-ce qu'il faut l'acheter ici ou ailleurs, ou est-ce que c'est vraiment le produit qui lui correspond le mieux. Et donc, il va plutôt chercher à faire des comparatifs pour être sûr de faire le bon achat. Là, la requête type, ça pourrait être meilleure agence SEO. Et enfin, sur la requête, sur l'intention transactionnelle, ici, on est vraiment au bout du tunnel de conversion pour le coup. Et on sait que l'internaute veut acheter un produit. Dans ce cas-là, il pourrait faire la requête devis agence SEO. Enfin, il est aussi hyper important pour optimiser ses conversions de bien connaître ce tunnel de conversion. Alors, comme l'a indiqué Evan, aujourd'hui, avec le Messi Middle, le tunnel de conversion, il est plutôt très chaotique. Et quand je dis chaotique, je prends vraiment le terme au sens scientifique, dans le sens où il est imprévisible. Donc, il faut vraiment être en mesure de comprendre et d'optimiser ce tunnel de conversion, que ce soit de la sensibilisation à la considération, mais aussi jusqu'à l'achat. C'est pour ça il est hyper important, du coup je reviens sur les intentions de recherche, mais d'être visible, d'avoir du contenu qui est capable de répondre à tous ces différents niveaux de qualification de l'internaute, et pour être sûr de pouvoir répondre à ces questions.
Alors bien sûr, avant de pouvoir faire des conversions, il est hyper important d'être visible, donc il faut optimiser son SEO. Donc le SEO, il se base sur plusieurs leviers. Donc tout d'abord, on a bien sûr les mots-clés. Donc là, l'objectif, ça va être d'identifier, mais aussi d'utiliser des mots-clés qui sont pertinents et qui sont capables de générer du trafic. Donc ces mots-clés-là, ils seront du coup utilisés dans des contenus. Donc ce sont ces contenus qui pourront faire en sorte qu'on est visible dans Google et qu'on sera en mesure d'attirer du trafic sur notre site. Il faut faire très attention à que toutes ces pages soient interconnectées, puisque si elles ne le sont pas, Google ne pourra jamais les identifier. Et donc elles ne seront pas visibles dans son moteur de recherche. Et aussi, petit conseil entre nous, plutôt que de créer de nouveaux contenus qui parlent d'un sujet identique, mettez plutôt à jour vos pages actuelles. Vous verrez que les impacts sont nettement plus intéressants et beaucoup plus rapides. Ensuite, on a donc les backlinks. Donc le backlink, on peut aussi appeler donc le netlinking, donc la stratégie de backlink. Donc les backlinks sont des liens externes en fait, qui ont des liens de qualité, qui ont pour but d'améliorer l'autorité du site et dans un second temps pouvoir améliorer son budget crawl. Le budget crawl, en fait, c'est la capacité qu'a Google dans un laps de temps à naviguer le site le plus rapidement possible pour en indexer le maximum de pages. Et enfin, donc on a la technique. Donc la technique qui va plutôt viser à faire en sorte que le crawl se passe bien. Et pour ça, on va plutôt faire en sorte qu'on va limiter tout ce qui est redirection, les erreurs, les crawl traps. Et les crawl traps, ce sont par exemple tous ces petits éléments sur un site qui peuvent faire en sorte que le robot tourne en boucle sur une page. Donc du coup, ils ne prennent pas le temps de naviguer d'autres pages stratégiques qui peuvent être indexées. Comme je l'ai un peu évoqué en introduction, on a un quatrième pilier qui pourrait prendre place au sein du SEO, et c'est l'UX, donc l'expérience utilisateur. On sait que Google a toujours cherché à améliorer la pertinence de ses résultats, et c'est aussi pour ça qu'il a créé son navigateur Chrome, parce qu'en fait Chrome, ça va lui permettre de récolter énormément de données de navigation sans même qu'il y ait un Google Analytics de connecté sur un site. Et donc du coup, il va s'en servir pour alimenter ses IA, pour enfin comprendre le comportement que peuvent avoir ces utilisateurs. Donc via Chrome, notamment, Google va notamment réussir à déterminer donc 5 métriques qui sont essentielles et qui vont lui permettre de définir entre guillemets un score d'expérience utilisateur. Donc on a bien sûr les Cowboy Battles qui a été un gros sujet et sur lequel Google communique beaucoup. On a aussi le trafic, le CTR, le pogo sticking et le dwell time. Donc ces deux derniers sont vraiment très compliqués à calculer et c'est très simple du coup avec Chrome de réussir à faire pour Google. Si jamais vous avez des questions sur la définition de ces métriques, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat et on y reviendra dessus à la fin. Et donc forcément, si l'UX devient un quatrième pilier du SEO, c'est en toute logique, on doit parler aussi du SXO. Donc le SXO, lui, il se base plus ou moins sur les mêmes points que le SEO. Donc on retrouve bien sûr le contenu, mais là le but ça va pas forcément être d'écrire pour Google pour prouver une certaine expertise, mais plutôt pour répondre à des intentions que peut avoir l'internaute et ainsi répondre à ses besoins. L'objectif finalement, ça va être d'augmenter le dwell time. Donc le dwell time, ça va être le temps que passe une personne sur la page, en train de lire un article par exemple, mais réduire aussi le pogo sticking. Le mobile first, c'est un des points les plus importants finalement, puisque depuis il y a quelques années, Google crawl quasiment tous les sites du monde sur sa version mobile. Donc si le site n'est pas optimisé pour mobile, il y a très peu de chances qu'on soit bien optimisé, qu'on soit bien référencé d'un point de vue SEO. Du moins, ça n'enverra pas les bons signaux à Google. Pour autant, il ne faut pas délaisser les versions PC, donc les versions bureau de votre site internet, puisque pour de nombreux secteurs d'activité, c'est encore l'endroit finalement où on génère encore le plus de conversions. Donc, il faut vraiment avoir un parcours UX aussi bien optimisé sur PC. Et enfin, donc on a la technique. Là, le but, ça va surtout d'être optimiser la vitesse du site par rapport au Core Web Vitals notamment, parce qu'on sait que plus un site est rapide, plus on a de chances qu'un internaute reste sur ce site. Et un site qui charge en plus de 2 secondes, généralement, on est sûr à 90% du temps qu'il quitte le site pour aller voir la concurrence. Une fois qu'on a réussi donc à optimiser son SEO et son SXO pour faire en sorte d'être visible dans les moteurs de recherche, c'est aussi hyper important donc d'optimiser sa navigation. La navigation sur un site, c'est vraiment un élément clé qui va permettre non seulement de retenir l'internaute, mais qui va aussi permettre d'optimiser le SEO et le SXO. Alors tout d'abord, ça va permettre de réduire le taux de rebond, parce que plus
un utilisateur trouve rapidement ce qu'il recherche, moins il est susceptible de quitter le site prématurément. Ça va aussi améliorer le taux de conversion, parce que plus un produit est facilement accessible, plus on a de chances que derrière il y ait une conversion. Et enfin, d'un point de vue plus SEO, avoir une bonne navigation, ça va permettre notamment de faciliter le crawl des moteurs de recherche. Donc plus la structure de navigation du site, donc le menu principal est clair, plus ça va permettre au moteur de recherche de comprendre facilement comment est construit le site, et ça peut aussi permettre de limiter la profondeur de crawl. La profondeur de crawl, c'est le nombre de clics qu'il faut à un robot de Google ou à un internaute depuis la page d'accueil pour avoir une page. Par exemple, si on a un produit où il faut 4 clics pour y accéder, on parle d'une profondeur de crawl de 4. On considère qu'à partir justement de 4, que la capacité de crawl de Google est très nettement diminuée et on a finalement peu de chances de bien positionner cette page. Et enfin, le but aussi d'avoir une bonne navigation, ça va être de transférer l'autorité des pages entre elles, notamment via le netlinking, comme je dis, qui permet d'accroître l'autorité d'une page. Si on optimise bien son maillage interne, on va pouvoir transférer cette autorité SEO à plusieurs pages du site, notamment pages stratégiques qui pourra elles aussi mieux se référencer. Donc les liens internes, ils sont hyper importants. Ils rentrent aussi pleinement dans la navigation du site. Donc ça part pas forcément par le menu principal cette fois-ci. Donc le but du maillage interne, ça va être de relier stratégiquement toutes les pages du site entre elles pour faire en sorte que toutes les pages soient accessibles par Google, mais aussi que l'internaute arrive à trouver les contenus pertinents de manière la plus simple possible. Et enfin, donc on a le fil d'Ariane, qu'on appelle aussi le breadcrumbs, qui est un élément de navigation qu'on va retrouver en haut du site. Bon, c'est pas l'élément, généralement c'est un élément qu'on ne connaît pas trop, notamment les développeurs, parce que c'est pas forcément très beau ou ça peut être assez complexe, mais c'est un élément qui est hyper important pour le SEO, parce qu'il va non seulement permettre à l'utilisateur, mais aussi au robot, de savoir où est-ce qu'il se trouve sur le site, et ça permet aussi donc d'optimiser le maillage interne. On a aussi deux types de menus qui peuvent être mis en place sur un site pour optimiser la navigation. Donc on a les méga menus. Donc les méga menus, en fait, c'est très bien pour les sites qui ont une grande quantité de contenu ou de produits à mettre en avant. Ça va permettre de faciliter l'accès à des produits très spécifiques que l'internaute ne pourrait pas trouver facilement dans un menu déroulant, comme on évoquera juste après. Le problème de ces méga menus, généralement, c'est qu'ils sont tellement imposants, il y a tellement de liens dedans, que le fameux jus de lien qui peut être transféré par le maillage interne, il peut être très dilué et finalement avoir un impact très minime. C'est d'ailleurs pour ça que des sites comme la Fnac, par exemple, un gros e-commerce français, met en place ce qu'on appelle du cloaking. Donc, le cloaking, c'est une technique black hat, donc, qui n'est pas du tout recommandée par Google, qui est même pénalisée par Google, où le but consistera à montrer un menu principal différent à Google que celui que verra l'internaute. Donc l'internaute verra un méga menu très imposant, donc il pourra facilement retrouver ce qu'il recherche. Tandis que Google verra plutôt un menu très basique dans lequel le site va plutôt rediriger le robot de Google sur les pages les plus stratégiques. Et donc on a ensuite le menu déroulant, donc le menu le plus classique, généralement celui qu'on retrouve sur la majorité des sites. Donc là le but ça va être d'organiser le menu en sous-catégories, donc avec des têtes de silos. Par exemple, les têtes de silos ça va être les catégories principales de votre site. Et ensuite, on va les sous-catégoriser avec des produits plus spécifiques. Donc là, bien sûr, le menu est beaucoup plus petit. On optimise clairement mieux le crawl de Google sur les pages stratégiques et on facilite aussi un peu la navigation de l'internaute, même si ça incitera à faire plus de clics pour arriver au produit final. Pour optimiser sa navigation, c'est hyper important d'analyser les données des personnes qui naviguent notre site. Parce que finalement, c'est assez compliqué de déterminer sans mettre en place de tests qu'est-ce qui fonctionne le mieux et qu'est-ce qui convertit le mieux. Alors, je vais pas trop en parler parce que Clément, juste après, elle évoque comme bien ce sujet-là. Mais ce qui peut on peut facilement mettre en place, par exemple, des heatmaps qui vont montrer les zones les plus cliquées. On peut aussi faire de l'enregistrement de session. Donc, ça peut paraître des techniques assez borderline. Puisqu'on peut tout simplement filmer l'écran de l'internaute un peu à son insu pour voir ce qu'il fait. Et on peut aussi réaliser donc de l'A/B testing pour tester plusieurs variantes de disposition pour être sûr, pour vérifier du moins rapidement et facilement laquelle fonctionne mieux.
Il y a quand même quelques erreurs qu'on retrouve assez souvent dans la navigation et qui sont facilement évitables. J'ai déjà évoqué, mais par exemple avoir trop de niveau de navigation, donc avoir une profondeur de crawl qui est trop élevée. Des menus qui ont justement trop de sous-niveaux, bah, c'est pas forcément très clair pour l'internaute. Parce qu'il y a beaucoup d'infos qui sont affichées à ses yeux et c'est compliqué de s'y retrouver. Donc c'est assez important aussi de limiter cette profondeur de navigation dans le menu pour que l'expérience soit la plus fluide possible, mais aussi pour optimiser son SEO. Une autre erreur aussi, c'est de faire en sorte que c'est de construire son site uniquement sur la version bureau sur son PC par exemple, et ne pas prendre en compte le menu sur mobile. On peut avoir le plus beau menu du monde sur PC qui nous semble le plus optimisé. Par contre, il y a très peu de chances qu'il le soit aussi sur mobile. C'est pour ça qu'on vous encourage vivement, donc du coup, à plutôt développer dans un premier temps votre navigation sur mobile et ensuite la dupliquer sur la version bureau en l'optimisant aussi pour ce média-là. Et enfin, l'autre erreur qui est assez courante, c'est doubler les moteurs de recherche. Généralement, on conçoit sa navigation pour l'internaute parce que c'est celle qui me semble la plus logique, celle dans laquelle on retrouve le plus facilement son information. Mais c'est pas forcément cette méthode-là qui va permettre à Google d'explorer de manière efficace votre site et de comprendre la structure aussi de votre site et d'indexer facilement vos pages. Au niveau du SEA, donc ça peut paraître assez paradoxal, mais le SEA il est vraiment complémentaire au SEO qui peut vraiment guider votre stratégie. Donc comme je dis, c'est des leviers qui sont extrêmement complémentaires en fait, et il faut pas du tout hésiter à les mettre ensemble pour améliorer l'UX, mais aussi réduire les coûts. Par exemple, le SEA il peut permettre de tester avant d'investir dans le SEO. Le gros avantage du SEA, c'est qu'il se met en place très rapidement comparé au SEO. Et donc, ça permet de tester donc non seulement des mots-clés, mais aussi des concepts qui pourront finalement d'identifier ce qui marche mieux ou ce qui marche moins bien. Et aussi, le SEA met à disposition, notamment Google Ads met à disposition un planificateur de mots-clés qui va vous permettre donc d'identifier gratuitement des volumes de recherche, mais aussi des mots-clés pour votre secteur d'activité, avec des évolutions year to year pour voir si ce mot-clé il est en déclin ou est-ce qu'au contraire on prévoit une belle progression et c'est le mot-clé à investir. Et aussi, j'ai un peu évoqué, mais le SEO, il faut compter 3 mois généralement avant d'avoir les premiers résultats. Tandis qu'en SIA, on peut déjà avoir les premiers résultats quasiment instantanément. On compte quand même 2 semaines pour avoir les performances optimales, le temps que Google comprenne bien la campagne. Et du coup, le SEA peut vraiment permettre de générer du trafic en attendant que le SEO soit en cours d'optimisation. Le SEA permet aussi pour les SEO de faire de l'A/B testing. Donc on peut tout simplement tester des variantes de title dans le SEA pour voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui génère le plus de clics. Mais on peut aussi faire de l'optimisation on-page grâce au SEA sur le SEO, parce que Google attribue une note de quality score en fait aux annonces SEA et ça inclut des KPI qu'on peut optimiser sur le SEO. Par exemple, on peut savoir si le CTR il est bon ou non. On peut aussi savoir si le contenu de la page correspond à ce que recherche Google. Et finalement, on va terminer donc sur le GEO. Donc le GEO, c'est un peu, on estime une révolution pour l'UX pour plusieurs raisons. On pourra voir sur la slide suivante. Donc sur cette slide-là, donc comme je me rappelle, le GEO c'est l'acronyme pour Generative Engine Optimization, donc quelque chose qui est très nouveau. Et en fait, le GEO, on peut dire que c'est une nouvelle branche du SEO, du moins ça va arriver, parce qu'elle fait écho finalement aux arrivées plus ou moins récentes donc des IA en compteur de recherche. On peut citer donc Copilot de Bing, AI Overview de Google, Perplexity, encore le très récent ChatGPT. Donc ce sont des outils qui vont mélanger à la fois agents conversationnels qu'on peut retrouver aujourd'hui avec les chatbots, mais ils vont aussi associer ça à des moteurs de recherche plus classiques. Et du coup, on a 2 grandes différences entre le SEO et le GEO. Donc tout d'abord, on a le SEO qui va chercher à optimiser le contenu pour les moteurs de recherche qui sont plus traditionnels comme Google, afin de fournir finalement une liste de liens auxquels l'internaute va choisir celui qui lui correspond le plus ou qui pense être celui qui va mieux répondre à sa question. Et on a ensuite donc le GEO qui va plutôt chercher à optimiser le contenu pour que les systèmes d'IA synthétisent les contenus, enfin les hiérarchiser pour que finalement justement afficher une seule réponse hyper complète à l'internaute sans qu'il ait besoin de cliquer sur des liens. Et donc finalement la différence principale donc c'est la cible, puisque dans le cas du GEO on ne s'adresse plus à l'internaute directement ni même au robot d'indexation,
mais plutôt à une IA qui va prendre nos contenus pour finalement rédiger une réponse. Et donc l'expérience qui en découle, elle est forcément très différente et ça peut suggérer quand même pas mal de questionnements quant aux futures attentes des internautes, notamment vis-à-vis des interactions qu'ils peuvent avoir avec les moteurs de recherche classiques, et surtout avec les potentiels de conversion, puisqu'on n'aura plus forcément un accès direct au site. Et si vous voulez plus d'infos sur le GEO, il y a un article sur le blog Noise qui permettra de poser un petit peu plus ça. Merci beaucoup, Roman, pour toutes ces précisions. Je vais maintenant, tu as fait une belle transition vers la partie de Clémence, qui va du coup nous présenter l'analyse CRO pour bien comprendre le comportement de ses utilisateurs pour les mener plus facilement vers la conversion. Clémence, je te laisse nous présenter tout ça. Oui, merci Camille. Bonjour à tous et merci d'être présents ce matin. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Clémence Nedelec, je suis responsable Analytics chez Noise depuis 5 ans maintenant. Donc, je voudrais vous parler en fait pour commencer en fait du cycle Analytics. Donc, ce qu'on estime nous être le cycle de vie Analytics au sein de Noise, qui va se découper en 7 étapes et qui va partir en fait, si vous voulez, de l'expression de besoin donc de l'annonceur, pour pouvoir aller jusqu'à la B-testing. Et concrètement, comment ça va se faire? On va essayer de rester en fait aux normes en fait du respect de la RGPD. On va rester aussi faire attention à tout ce qui va être propre à la e-privacy pour mettre des solutions en fait d'analytics correctement paramétrées au regard des différents impromptus marchés. On va contrôler en fait la data, la recéter via des reporting, des alertings, créer des data studios ou simplement de la data vise en fait pour pouvoir exploiter cette donnée. Et cette donnée, une fois qu'elle existe, qu'elle est correcte, qu'elle est pérenne, on va pouvoir en faire des analyses et notamment des analyses CRO qui vont pouvoir mener à terme vers des A/B tests. Donc quelques définitions pour commencer, parce que les acronymes c'est bien mignon mais c'est pas forcément très très explicite. Donc concrètement, en fait, l'analyse CRO, ça va vous permettre d'optimiser votre taux de transfo. Ça va vous permettre de comprendre tout simplement le parcours de vos internautes, de déterminer quels vont être les différents points de fuite en fait sur votre site, et tout simplement d'améliorer le parcours utilisateur pour pouvoir mieux performer sur ce que vous estimez être vos conversions et ou vos micro-conversions. Ça va dépendre vraiment en fait justement de votre expression de besoin en amont. Tous les sites peuvent être concernés, que ce soit un site vitrine corporate ou un site e-commerce. Et bien évidemment, d'un point de vue temporalité, ça peut être fait avant une refonte de site, c'est même conseillé. Après une refonte de site, puisqu'une refonte, si elle est assez brutale d'un point de vue X, elle peut être mal comprise par les utilisateurs, donc ça peut être assez intéressant. Et bien évidemment, avant de mener des tests AP au long cours. Donc d'un point de vue méthodologie, comment ça va donc du coup ça reprend un petit peu le tableau en fait de ce qui est possible de faire. On peut travailler justement comprendre ce qui fonctionne pas sur les leads, la création de compte, à quel moment aussi vous perdez tout simplement des personnes sur votre site. Idem pour la prise de rendez-vous et tous les tunnels de conversion. Comment améliorer justement vos différents tunnels et vos différentes pages, que ce soit des pages produits, pages catégories, ou encore tout simplement la homepage qui est souvent votre landing principal. Donc du coup, on va partir un petit peu plus sur la méthodologie et notamment sur le postulat de départ en fait. Avant toute chose, il faut vous poser en fait des questions qui vont être propres à votre business model et propres à votre site. Donc typiquement, ça peut être des questions qui vont être: pourquoi mes campagnes ne performent pas? Pourquoi mon taux de conversion va être faible alors que concrètement j'ai beaucoup de visites sur le site, mais j'ai peut-être un fort taux de rebond. Et l'idée en fait de cette analyse, ça va être de comprendre vraiment qui navigue sur votre site, comment on navigue sur votre site, et surtout si votre site est compris au regard de votre cible et de votre business model. La méthodologie en fait va vous permettre tout simplement d'analyser des comportements au sein de votre site pour identifier les opportunités d'évolution ou de suppression de certaines étapes en fait de parcours. Donc, quelquefois, on va se rendre compte que justement un parcours de création de compte ou un parcours en fait d'achat peut être très très long en termes d'étapes et au bout de la 3e étape, on en a marre, on part. Donc justement, par exemple, se dire: est-ce que c'est juste une vue de l'esprit ou est-ce que c'est réel?
On va analyser aussi les synergies, donc comme l'ont expliqué mes collègues précédemment, sur les différentes sources de trafic, qu'elles soient justement organiques ou qu'elles soient payantes via des campagnes d'acquisition de mots-clés, des campagnes de retargeting, et comprendre en fait le parcours utilisateur au sein du site au regard justement de la source de trafic. Et ça nous permettra effectivement aussi de détecter peut-être des opportunités supplémentaires pour mieux piloter ces campagnes et également optimiser ne serait-ce que ses landings et son parcours de conversion. Il va y avoir un certain nombre en fait de prérequis à avoir avant toute chose. Déjà, il faut être certain que votre tracking, donc votre tracking, ça va être quoi? Ça va être votre solution analytics qui va vous servir de référent pour vos données, et bien paramétré et est OK au regard de plusieurs choses, surtout au regard de ce que vous voulez étudier. Est-ce que tous vos leviers d'acquisition remontent correctement? Est-ce que toutes vos pages vues remontent correctement? Et surtout, est-ce que les CTA qui vont vous intéresser et vos conversions, micro-conversions sont bien traquées également? C'est un audit en fait à faire au préalable qui est vraiment important, puisque si vous partez bille en tête sans avoir fait cet audit, vous risquez d'avoir des trous dans la raquette. Et enfin, comme Roman l'a évoqué précédemment, on peut également mettre en place une solution de heatmap, mais ça peut être facultatif. Donc il faut bien, donc ces prérequis, comme je vous disais, c'est la fiabilité de la donnée. Ce qu'il va falloir faire attention aussi, c'est de toujours rester dans on va dire, correct au regard de la RGPD. On sait que maintenant tous les sites sont dotés d'une CMP, et en fonction de la typologie de solutions analytics que vous allez avoir, vous n'allez pas forcément remonter, vous allez remonter tout ou partie de la donnée. Donc au regard aussi, il faut savoir si vous travaillez sur plutôt une tendance ou sur une totalité de données. Donc ça va être très important aussi pour analyser la donnée. Donc la RGPD est très importante, mais on a aussi donc la e-privacy dont on nous parle quand même maintenant depuis quelques mois, voire années. Et donc du coup, vos cookies tiers sont de moins en moins fiables. Donc en fait, concrètement, vos parcours, on peut avoir beaucoup de revisites parce qu'effectivement, comme on supporte moins les cookies tiers, typiquement sur Safari ou sur Firefox, on peut penser qu'on a un nouvel utilisateur alors qu'on est déjà venu. Si on est sur navigation privée, de la même manière. Et également, la fin de ces cookies tiers aussi, ça vous permet pas forcément un ciblage tout le temps très pertinent en fait de vos campagnes, et donc on va se rendre compte aussi que quelquefois certaines de vos campagnes de retargeting peuvent envoyer des personnes qui sont déjà clientes chez vous, et donc du coup forcément créer un mécontentement, créer des taux de rebond assez forts, et donc forcément moins de conversion. On va mener 3 typologies d'analyse en fait par rapport à 3 grands angles qui vont être les angles ad-centric, user-centric et site-centric. L'ad-centric, c'est quoi? Tout simplement, on va faire une première analyse qui va être vraiment centrée au regard des campagnes et comment on acquiert du trafic sur le site. Est-ce que c'est via quelle typologie de campagne? Est-ce que mes landings sont pertinentes au regard des campagnes et justement de l'information que je poussais? Est-ce que ces landings en fait sont pertinentes aussi au regard du taux de rebond? Est-ce que beaucoup de personnes partent? Donc si c'est une page justement qui induit une entrée vers un tunnel et qu'on a un taux de rebond très haut, peut-être qu'il y a un souci sur le message. Le temps passé sur le site aussi va être un très bon indicateur, et bien évidemment les taux de conversion aussi au regard de vos conversions globales et de vos micro-conversions. On va aussi avoir donc une analyse plutôt user, donc là on va être vraiment sur l'utilisateur, tout simplement comprendre en fait qui est l'utilisateur qui vient sur votre site, pourquoi il vient et ce qu'il vient faire. La personne peut peut-être venir pour acheter un produit spécifiquement, ou alors il cherche quelque chose et vous êtes en lice avec d'autres concurrents. Tout simplement, il vous a vu via une campagne en fait d'acquisition et il est curieux de voir justement quelle est l'offre derrière la promesse que vous avez faite. Ou alors on est en recherche d'informations et il faut pouvoir capter l'attention en fait justement de l'annonceur. Et pour finir, le dernier point, donc ça va être site-centric. Donc comme on disait, c'est plus un point de vue navigationnel sur le site. Et il va être important justement que vous définissiez ce qui est pertinent pour vous. Donc justement, ce que vous allez vouloir travailler, est-ce que vos landings sont pertinentes? Est-ce que vos pages catégories sont pertinentes? Dans le cas des sites e-commerce, vos pages produits, etc. Les métriques qui vont être importantes toujours à analyser, ça va être plus ou moins les mêmes. Ça va être le taux d'entrée, le taux de sortie, le taux de rebond, le temps passé, et ensuite, bien évidemment, tout ce qui va être inhérent aux conversions. Là, ce qui va être aussi important, et c'est vrai que ça rejoint ce que Roman disait, c'est que les devices et les supports utilisés ont un rôle prépondérant dans votre analyse et dans aussi le choix en fait que vous allez faire par la suite dans les modifications au sein de votre site. Déjà, savoir sur quel environnement vous êtes. Est-ce que votre site n'est qu'un site web ou est-ce qu'il peut être aussi un site applicatif?
dans le sens où est-ce que vous avez une application native dédiée qui n'a rien à voir avec votre site, ou est-ce que c'est un embed de votre site. Donc ça peut être important aussi, notamment pour la partie UX. Comment sont consommés vos contenus également? Est-ce qu'ils vont être consommés sur desktop, sur mobile, sur tablette? Et si le contenu est plutôt consommé sur mobile et qu'on se rend compte que les conversions sur desktop, peut-être qu'effectivement on a un problème justement. De la même manière, quels vont être les navigateurs les plus utilisés pour comprendre et essayer de voir si votre site est bien adapté à tous les navigateurs. Et en gros, concrètement, l'impact que ça va avoir sur la navigation au global. Il va être important aussi, au regard de votre business model et de votre site, de pouvoir faire un benchmark avec ce que fait la concurrence, notamment les leaders de marché, pour voir si votre site est pertinent au global ou s'il y a des choses sur lesquelles vous êtes complètement différent. La différence, c'est bien et pas de souci, mais quelquefois, peut-être s'écarter un peu trop des sentiers battus peut aussi perdre en fait l'internaute. Donc, il faut bien faire attention de faire un benchmark aussi de ce qui peut être fait au regard de votre propre site pour comprendre peut-être tout simplement en fait des latences au sein de votre site. Et pour finir, enfin, quelques recommandations. Il faut vous focaliser sur des indicateurs clés en fait qui sont propres à vos objectifs à vous et pas forcément des choses qui sortent du chapeau un petit peu sans contexte. Donc, dans le cas d'un site e-commerce, par exemple, on va travailler pas mal sur le pourcentage en fait de visites de vos pages produits, de vos pages paniers et pareil votre taux d'achat, votre taux d'abandon panier en fait. On va suivre l'évolution de ces indicateurs au regard de vos objectifs pour savoir si les objectifs que vous vous étiez posés déjà étaient atteignables au regard de votre site actuel et s'ils sont atteignables, voir comment on peut les surpasser ou s'ils n'ont pas été atteints, voir comment on peut les atteindre. On va pouvoir aussi tester des évolutions UX, donc justement, comme je vous disais précédemment, le CRO, c'est le prérequis de l'A/B test. Et ce qui est plutôt conseillé, c'est de faire de l'A/B test en fait en continu pour faire du test and learn et pouvoir modifier vos sites au fur et à mesure et que surtout que l'internaute en fait ne soit pas perdu du jour au lendemain si vous changez radicalement votre contenu. Et donc justement, ne pas attendre la prochaine refonte pour mettre à jour toutes ces mises à jour navigationnelles qui peuvent être un peu confusantes et qui peuvent être très lourdes aussi à porter en fait côté dev. Ensuite, on va aussi travailler sur tout ce qui va être rétention de panier, donc ne pas hésiter à proposer en fait une rétention de panier, de pouvoir le repousser aussi par email peut-être pour les personnes qui n'ont pas fini tout simplement n'ont pas complété leur achat, pour comprendre pourquoi en fait ils sont partis du site avant. On va essayer du coup d'améliorer également la performance donc, des pages, comme on disait, sur mobile et sur desktop, pour que votre site en fait puisse être aussi facilement navigable que ce soit sur n'importe quel support, tout simplement. On va faire très attention également au fait qu'il n'y ait pas de message d'erreur, parce que c'est très important si vous avez un très beau site, mais que votre site plante en fait toutes les 2 pages, ça va être assez compliqué. Et surtout, dans le cas où vous avez du Drive to Store, essayez de comprendre l'impact de votre site sur vos magasins, puisqu'effectivement, vous pouvez avoir un site e-commerce en ligne, mais lié en fait à tout un réseau de magasins physiques. Et effectivement, ce qui va être important, c'est de bien lier vos objectifs en fait, pour voir quel magasin draine du trafic vers l'autre et surtout quel magasin va drainer des conversions vers l'autre. Et il est temps de conclure parce que j'ai parlé très très vite, donc j'espère que vous avez réussi à suivre. Concrètement, en fait, l'analyse CRO va vous permettre tout simplement de comprendre votre site au global, dans le détail, au regard donc des objectifs que vous avez en fait posés au regard de votre business model, de comprendre surtout vos internautes et leur navigation sur le site. Et comme je vous disais, c'est vraiment le prérequis en fait avant tout lancement de test A/B sur votre site. J'espère que j'ai été claire. Merci beaucoup Clémence pour toutes ces informations que tu nous as partagées. Il va être l'heure de vos questions si vous en avez, donc n'hésitez pas à les glisser dans le chat ou bien à nous envoyer un petit message à la fin de ce webinaire pour qu'on puisse prendre le temps de vous répondre. Évidemment, si ça vous intéresse, donc pour les personnes qui se sont inscrites, la présentation vous sera envoyée directement par email. Et on vous enverra aussi un petit support que vous pourrez retrouver d'ici quelques instants sur notre site internet dans lequel on vous a regroupé toutes les bonnes pratiques pour faire de bonnes analyses et maximiser vos conversions. Évidemment, si ce webinaire vous a plu, on vous invite à nous laisser un petit avis sur notre page Google My Profile.
N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire s'il y a des sujets de conférences que vous voudriez qu'on apporte et qu'on puisse du coup vous partager toutes les bonnes pratiques de nos experts. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon appétit, une belle après-midi et puis on se dit à bientôt pour de nouveaux webinaires.